avec ma découverte matinale. Aujourd'hui, je me retrouve avec des livres ici. Ces livres s'appellent Le système préventif d'hier à aujourd'hui et pour demain. C'est un livre écrit et coécrit par certains auteurs, mais surtout je vois ici Marie Petitclerc. Ça c'est le premier. Le deuxième livre, ça s'appelle Dire Dieu aux jeunes. Ah, c'est Jean-Marie encore Petitclerc. Et puis un autre ici, ce qui m'intéresse beaucoup, ça s'appelle Les intuitions pédagogiques de Don Bosco. Dans ces livres, il y a aussi certains écrivains, co-écrivains. Et l'article qui m'intéresse beaucoup ici, c'est l'article de Titus Mwamba. C'est un professeur, surtout docteur en pédagogie des écoles, surtout et des écoles aussi, et des centres professionnels. Il est, je crois, jusqu'à maintenant enseignant à l'université pontificale de Salésien en Italie. Ah, voilà un autre livre maintenant. Ça s'appelle La pédagogie de Don Bosco, 12 mots-clés. C'est écrit par Jean-Marie Petitclerc. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi les livres de Jean-Marie Petitclerc ce matin? Ces quatre livres, c'est-à-dire dans lesquels je vais soutirer ces trois livres, ici, celui-ci, plus que tous les autres, est porteur de messages explicatifs dans les autres trois livres ici mis de côté. Alors, Jean-Marie Petitclerc, je ne vais même pas expliquer qui est-il. Oui, certainement, c'est un écrivain français, surtout salésien de Don Bosco, c'est un prêtre. Il vit surtout en France, mais c'est un auteur de beaucoup d'œuvres pédagogiques. Alors, en pédagogie, il y a beaucoup de penseurs, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent gauche à droite, comme ceux-là qui font la pédagogie connaissent les pédagogues, par exemple, Maria Montessori, les pédagogues comme les amis américains. Ils le font beaucoup, ils écrivent beaucoup. Et avec eux, vous avez l'histoire des différentes théories pédagogiques. Par exemple, surtout l'histoire de John Dewey, vous le connaissez très bien avec sa méthode Learning by Doing. Vous avez les autres pédagogues aussi qui, par exemple, les Freire, qui ont évolué dans leur monde avec leur concept de pédagogie probable pour nos sociétés. Mais Petitclerc, lui, par contre, s'intéresse beaucoup plus à la pédagogie de quelqu'un qu'on appelle Jean Bosco. Jean Bosco, c'est qui? Vous écoutez très bien les noms et vous l'avez déjà entendu parler. C'est un pédagogue italien qui a évolué en Italie au 19e siècle. Quand je parle du 19e siècle, je le vois dans les années 1800, surtout 15 quand il est né et il est mort en 1888. Toujours en Italie, né à Turin. Alors c'est un frère, un pédagogue qui est venu avec une nouvelle initiative. Quelle est cette initiative qui est développée ici? L'initiative de Don Bosco, c'est de créer un nouveau système pédagogique. Pas une théorie, mais un système. Vous allez comprendre avec moi qu'un système, c'est l'ensemble d'éléments qui bougent ensemble, c'est-à-dire ensemble d'éléments. Quand vous prenez par exemple les diagrammes des veines, les veines qui créent les diagrammes, théorie des veines par exemple, vous mettez les éléments dans un diagramme, vous mettez les éléments dans un cercle, disons diagramme. Alors, le fait de les mettre dans les diagrammes, l'élimination d'un seul élément, c'est-à-dire la relation devient pendante, la relation devient handicapée. Le système, c'est comme ça. Le système, c'est l'ensemble d'éléments qui ont de relations qu'on appelle en philosophie interdépendantes, ces relations. Alors, chaque sujet dépend de l'autre sujet. C'est-à-dire, le fait d'éliminer un sujet, les autres sujets restent suspendus. C'est ça, le système. Alors,
Don Bosco va créer tout de suite un système pareil. Si je l'appelle Don Bosco, c'est parce qu'il est connu sous aussi le nom de Don Bosco, qui signifie Père Don Bosco, Père Bosco plutôt. Mais il s'appelle Jean Bosco. Pourquoi Père Bosco? Alors, pour ceux-là qui me voient, parce que Jean Bosco, il est considéré comme le père de la jeunesse. Ok? En dehors de son appartenance religieuse, il est le père de la jeunesse. Il est le père de système qu'on va appeler aujourd'hui le système préventif. C'est un nouveau système, c'est-à-dire, quand il crée ce système, il eut l'existence déjà d'un autre système bien avant dans sa société. S'il crée un nouveau système, c'est-à-dire lui vivait dans un autre système, ce qui est totalement logique. Alors, les systèmes dans lesquels il vivait, ça s'appelait système répressif. Ces systèmes, on n'a pas dit que dans notre société n'existait pas. Il y a ces systèmes répressifs. C'est pourquoi vous allez voir notre ami Titus Mwamba dans ses livres, dans son article. Ici, j'ouvre et j'ai lu son article sur tous les sujets. Son sujet dit « La pensée pédagogique de Don Bosco dans les contextes africains ». C'est pourquoi j'ai pris Titus, parce que cette vidéo est tournée en Afrique. Alors, cet article va beaucoup plus parler des concepts et de l'implémentation de systèmes préventifs dans notre concept éducationnel africain. On va découvrir. Revenons sur les backgrounds, c'est-à-dire revenons sur l'analyse de la base d'où est venu ces systèmes préventifs. Alors, ces systèmes préventifs est venu pour pas compromettre les systèmes répressifs, mais dire au système répressif que tu n'es pas le modèle par excellence pour notre société. C'est-à-dire, tu n'es pas un modèle qu'on doit te suivre afin de voir la jeunesse aussi extirpée ou s'insérer dans la société qui aimerait beaucoup plus amener l'humanité vers l'avant. Alors, Don Bosco va créer ce système préventif. Alors, en clos, c'est quoi le système répressif avant de voir le système préventif? Dans le système préventif et dans les systèmes répressifs, il y a deux agents clés qu'on ne doit pas oublier. On parle de l'enseignant et on parle de l'élève. Parce que cette vidéo est beaucoup plus dans les contextes éducationnels. Si c'était dans les contextes seulement politiques ou bien anthropologiques, on allait parler de dirigeants et de dirigés, ou bien de maîtres et de son esclave dans les systèmes répressifs. Mais ici, on parle de maître et de l'élève dans les systèmes répressifs. Alors, ce système n'a pas beaucoup plus donné la chance à l'élève de se sentir élève qui apprend dans toute liberté. Ce qui fait déjà, dans les systèmes répressifs, on élimine la liberté. Les concepts liberté, il n'y en a pas. Il y a les concepts surtout surveillance, ok, et les concepts surveiller. L'élève est surveillé par un maître qui croise les bras et qui reste statique. Ou là-bas, peut-être dans son bureau ou bien devant, en train de voir l'élève commettre l'erreur. Enfin, il peut intervenir pas pour corriger amablement, mais pour punir. Vous voyez, vous allez voir la différence avec Marie Petit-Clair dans son système préventif, que dans celui-ci, il n'y a pas question de punir, mais il y a question de sanction. Pourquoi? Parce que la punition punit l'être humain. La sanction sanctionne l'acte. Ok? Et dans le système préventif, on doit corriger l'acte. On doit sanctionner l'acte, c'est-à-dire corriger cet acte. Mais dans le système répressif, on punit. Quand on punit la personne. C'est pourquoi, dans le système répressif, il y a eu des lois. J'ai promulgué les lois et derrière les lois, il y a deux répercussions, c'est-à-dire il y a loi, il y a punition. Tu fais A, il y a B qui vient tout de suite te punir. Ça, c'est le système répressif. Pour les amis qui font la pédagogie, ce système répressif, aujourd'hui en Afrique, on peut l'interpréter comme un système qui voit la présence des fouets.
C'est-à-dire, quand les colonisateurs sont venus implanter l'éducation, et plutôt disons, la formation formelle, permettez-moi de dire formation formelle, alors ils ont amené avec eux les punitions corporelles, c'est-à-dire pour certains qui ont vécu au Congo par exemple, la punition c'était si simple. Tel qui fait telle punition, certains étaient décapités, certains pouvaient crever leurs yeux. Alors, beaucoup étaient flagellés devant leurs enfants et la honte était comme ça. Ouais. C'est-à-dire, dans ces systèmes répressifs, il y a beaucoup plus la honte. La honte parce qu'on expose tel ou tel sans tenir compte de son environnement et de son entourage. D'accord? Alors, ces systèmes répressifs prévoient les lois, les règles, c'est-à-dire on ne doit pas faire A, si on les fait, on est fouetté, on ne doit que faire ça, ce qui est inscrit. Alors, il n'y a pas ce qu'on appelle là-bas la créativité libre. D'abord, la créativité doit être là quand il y a la liberté de penser, de bouger et de parler. Mais dans le système répressif, il n'y a pas cette liberté, c'est-à-dire, pouf, on close ce qu'on appelle la créativité. Alors, ça c'est le système répressif. Ce système a existé dans la société de Don Bosco. Don Bosco pour nous ici c'est un modèle par excellence dans la pédagogie actuelle. Pourquoi? Parce que la société actuelle parle de ce que nous appelons aujourd'hui, en pédagogie, vous allez comprendre avec moi, deux concepts. Le maître au centre d'intérêt et l'élève au centre d'intérêt. Alors, si c'est le maître qui est au centre d'intérêt, on doit aussi voir cet usage de système répressif qui est beaucoup plus parce que là, c'est le maître qui dicte tout à l'élève. L'élève au centre d'intérêt, on voit un élève qui tout est sur lui, tout est pour lui et tout doit être en référence en lui, c'est-à-dire l'élève a toute la liberté toujours d'apprendre et de sélectionner ce qu'il faut aussi apprendre. C'est-à-dire là-bas, il y a ce que nous appelons les concepts de système préventif commencent à venir. Maintenant, voyons voir où les systèmes préventifs commencent à venir. Chez Don Bosco, par exemple, qui grandit dans une zone où d'abord il y a déjà commencé à voir l'apparition d'une modernisation sociale, surtout mécanisation commence, certaines sociétés commencent aussi à avoir des matériels sophistiqués à leur sein. Et alors à cet effet, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ce que nous appelons aujourd'hui, d'un côté la recherche des main d'œuvre, de l'autre côté on commence à remplacer aussi certains employés. Alors, dans le système préventif, là, plutôt répressif, on voit beaucoup dans l'enseignement, soit maître, soit élève, sont sous la dominance du directeur, qui était les représentants de toutes les lois possibles. Dans le système répressif, les maîtres n'est pas dans la cour avec les élèves. Dans les systèmes répressifs, les maîtres grondent à l'élève et cela fait peur à l'élève. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, dans ces systèmes aussi, les maîtres, il a toute son autorité pour intimider la formation de l'élève. Tous ces éléments que je viens de dire sont contre le système préventif. Déjà là, vous comprenez ce que je suis en train de dire des systèmes préventifs dans cet angle pédagogique. Sous cet angle, je dirais, disons pédagogique et éducationnel. Alors, ici, dans le système répressif, le maître est maître parce qu'il fait sa profession. Il ne fait pas sa vocation. Le maître ici est maître parce qu'il doit être payé, pas parce qu'il doit aimer l'élève. Ici, les maîtres n'aiment pas l'élève, mais le maître fait ses travail parce qu'on lui dit de faire ses travail, pas parce que son cœur lui dit de faire ses travail. D'accord? Là, c'est le système répressif. Un système qui voit un caractère intrinsèque et extrinsèque.
Donc les problèmes intrinsèques maintenant ici, c'est que l'enfant subit, l'élève subit la pression de l'environnement scolaire sur sa formation. C'est pourquoi vous allez voir certains parents vous dire aujourd'hui, vous élèves, nous, quand nous étudions, on ne blaguait pas avec nos enseignants, nos maîtres, parce que quand ils disaient « Ah », on les voyait comme des connaisseurs de tout. Mais dans le système préventif, ce n'est pas ça. Ici, on va parler de deux choses que j'aimerais aujourd'hui peut-être les comprendre tout de suite dans ce sens-là, si les pédagogues n'ont pas encore pensé aussi dans ce sens. Quand on parle de maître au centre d'intérêt et d'élève au centre d'intérêt, on parle de deux éléments aussi. On parle de la mémorisation et on parle de la compétence. D'accord? J'ouvre petite parenthèse. Quand on parle de la compétence, j'ai fait référence plutôt à notre ami Noam Chomsky. Vous le connaissez. Noam Chomsky, c'est un linguiste américain, d'accord, qui a parlé surtout de la compétence et de la performance de la langue, surtout au niveau de la langue. Il dit que la compétence, c'est quand on retient un mot, deux mots, quatre mots de la langue qu'on a été en train d'apprendre. La performance, c'est quand maintenant je suis à mesure, moi l'apprenant de la langue, à mesure de communiquer dans cette langue-là maintenant. Ça, c'est la performance que je suis en train de démontrer. C'est-à-dire, performance devient quelque chose d'actionnel et la compétence devient quelque chose d'acquis. OK? Alors, ces deux-là entrent dans ce que je suis en train de parler maintenant. C'est-à-dire maintenant, beaucoup dans le système répressif était beaucoup plus question de mémorisation. C'est-à-dire, les maîtres utilisaient tous les moyens possibles pour que l'élève lui dise ce qu'il lui a dit. C'est-à-dire, l'élève était obligé d'aller mémoriser ce que le maître m'a dit de faire. Je devais mémoriser. Dans le système préventif, il n'y a pas question de mémorisation, il y a question de la compétence. Parce que c'est un chemin fait ensemble pour... Alors, on va voir ça dans la vidéo prochaine. C'est-à-dire, ici dans le système répressif, on a beaucoup plus les pouvoirs donnés au maître qui devient notre référence. Alors, si la société qui doit maintenant avoir cet enfant, cet élève, plus tard comme adulte dans la société devra ne pas voir seulement l'élève, mais voir les maîtres en cet élève. Qui était ton maître? Qui t'a appris cela? Tu vois? Donc, la responsabilité est remise en cause. Et puis, elle devient quelque chose de cercle. C'est elle qui m'a appris ça. C'est-à-dire, la société devient quelque chose qui ne grandit, qui n'évolue pas. La société fait un tour. Ouais. Alors, ça, c'est une société répressive dans le sens de la pédagogie. C'est-à-dire, il faut, dans la société actuelle, voir ce que nous voulons. Alors, certaines maintenant écoles en Afrique, on est en Afrique, utilisent toujours et encore le système répressif. Pourquoi? Parce que certains enseignants se disent ne veulent pas être habitués par les élèves. Par exemple, dans la cour de récréation, notre confrère Marie Petit-Clair ici, qui nous parle de système préventif et surtout, par exemple, dans l'animation dans la cour, il nous parle ici de la question, par exemple, de la familiarisation. Donc, la familiarité, hein, disons en italien, on appelle la familiarità, la familiarisation. Ici, dans le système préventif, chez lui, c'est question de l'alliance, ok? De l'alliance. Mais dans le système répressif, c'est la question de l'âge. C'est-à-dire, l'élève doit se familiariser avec son élève, pas avec son maître. Pourquoi avec son maître? Me familiariser avec mon maître. Qui suis-je? Élève? Quelle audace! J'ai la punition tout de suite. Je ne dois pas. Et pourquoi? Alors, la familiarisation ici existe dans tous les deux systèmes, mais la familiarisation tient compte. Dans les systèmes préventifs, c'est les mots-clés. Nous devons nous familiariser, nous, élèves, à nos maîtres, pour enfin prendre la leçon comme notre sœur aussi. Ouais. Parce que quand il y a familiarisation entre nous deux, d'abord, en système préventif, le maître n'est pas connaisseur de tout.
Il n'est pas le demi-dieu. Le maître est quelqu'un, un adulte avec qui on chemine ensemble. Alors on doit se familiariser pour enfin nous familiariser sur les sujets du jour, afin de rendre cela comme notre environnement. Mais dans les systèmes répressifs, non, le maître c'est un petit dieu chez qui on doit que se familiariser selon les âges. Lui, maître, se familiarise avec ses amis maîtres, il ne se familiarise pas avec les élèves. Alors, moi, élève, je dois me familiariser avec mon élève, mon ami élève. Vous voyez, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que dans le système répressif, ici, pendant les récréations, vous ne voyez pas les maîtres dans la cour. Non, vous voyez les maîtres plutôt où? Dans leur salle de maîtres et de maîtresses, entre eux-mêmes là-bas. Pourquoi? Parce que si je joue avec les élèves, disent-ils, les élèves vont s'habituer de moi. Comme si s'habituer de l'élève, du maître ou de la maîtresse devient manque du respect. Vous voyez? Alors, ça c'est le premier point. C'est-à-dire, dans le système répressif, ici, nous n'avons pas le souci de nous dire que nous perdons la chance de dire que il y a maintenant couche construite de maîtres, des élèves, des directeurs aussi là-bas un directeur qui ne doit pas non plus aussi venir et se familiariser avec les maîtres. Donc il y a déjà des classes sociales dans l'enseignement, vous voyez, non? Alors, ce qui va empêcher la construction de la confiance. Dans les systèmes préventifs qu'on va voir prochainement, il faut la confiance. Ici, la confiance dans les systèmes répressifs, la confiance, pourquoi? Faire la confiance. Alors que je te vois comme mon lion, je te vois comme mon persécuteur, je ne peux pas te faire confiance. Alors je doute de toi, pas de ce que tu me donnes comme cours, mais je doute de te faire la confiance, c'est-à-dire de te dire mes vies privées, parce que à un moment aussi, les maîtres doivent... Dans le système préventif, vous allez voir que le maître doit être en mesure de connaître son élève. Connaître l'élève ne signifie pas être à l'abri de ses capacités, de sa performance dans la classe. Il faut parvenir à savoir la performance de l'élève et causer de quoi? C'est-à-dire descendre jusqu'au background, les Anglais disent. Vous savez, ça c'est très important, disait Schleiermacher. Si vous connaissez Friedrich Schleiermacher, qui n'est pas pédagogue, mais c'est un philosophe, qui a dit que pour comprendre, pour interpréter les textes d'un auteur, ici, je suis en train de comprendre ça dans ce sens, pour comprendre la performance d'un élève, alors Schleiermacher pourrait dire, il ne faut pas seulement comprendre les constructions grammaticales de ce que l'élève est en train de dire, de parler, de penser, mais il faut aussi être en mesure de comprendre l'histoire, c'est-à-dire la psychologie de l'élève. Parce que quand on parle de psychologie, on voit question de comportement de l'élève, l'état d'âme de l'élève. Et l'état d'âme est causé par les situations, pas seulement du présent qu'on appelle l'expérience, plutôt l'existence, mais il faut voir aussi les mémoires de l'élève, c'est-à-dire les passés de l'élève, afin de comprendre sa performance, aussi sa compétence. Alors, c'est ça. Donc, dans les systèmes répressifs, il n'y a pas tout cela. Pourquoi? Parce que manque les gestes de confiance entre nous deux. Et puis après, le lien qui va exister là-bas, c'est-à-dire c'est un lien académique seulement. Tu es maître à l'école, tu m'enseignes, c'est fini. Les maîtres avaient aussi la capacité, quand ils me voient là, ils me voient en cours de route, surtout dans cette éducation qu'on appelait diffuse, en train de faire ma performance là-bas, ils n'allaient pas me corriger. Ils allaient juste prendre les images, amener à l'école et me gifler à partir de l'école, me punir à partir de l'école. Vous voyez, c'est-à-dire mes défauts des rues, de la maison, de l'avenue, me suivaient jusqu'à l'école et étaient punis. Pas corrigés comme défaut, mais punis. Ça, c'est les systèmes répressifs aussi dans ce sens-là. Alors, les systèmes répressifs, dans le sens de la présence, le maître est beaucoup plus absent dans la vie de l'élève, surtout la vie des devoirs. Dans la vie des devoirs, le maître est là pour corriger, pas pour assister. Corriger, aujourd'hui, je comprends ces termes dans le sens que la pédagogie a shifté, a fait un shifting
quand on parle de correction, les shifting, le maître n'est pas là pour corriger, mais pour porter des correctifs. Vous savez, corriger, c'est qu'on dit, on n'appelle pas corriger. Corriger quelqu'un signifie changer complètement quelqu'un. Mais porter des correctifs, c'est-à-dire cheminer avec quelqu'un afin de lui montrer que ici, on n'allait pas dire ça, on allait faire ceci. Mais quand je te corrige, je le fais avec force et je te propose ce que moi je connais. Et là, tu n'apprends rien. Par exemple, je prends un exemple. Un enfant a par exemple lu la table des matières, la table de conjugaison, les passés, les présents et les futurs. Okay? Maintenant, là, par exemple, prenons l'exemple de l'élève de 4e, 5e et 6e. Dans le système actuel, ils étudient en 4e, ils ont 2 temps et 3 temps, 2 temps, passé, composé et le présent. Quand ils étudient le verbe, par exemple, manger. Maintenant, l'élève a étudié le passé composé de verbe manger, j'ai mangé. Lors de l'examen, le maître, quand il doit interroger cet élève, il attend seulement la réponse que l'élève doit écrire. Mais le système dit, ça c'est la correction. Le maître n'attend que les erreurs, les fautes de l'élève pour barrer, mais pas pour assister. Mais dans le système préventif, on va te dire que le maître doit être là à côté de l'élève quand il fait l'examen, c'est-à-dire l'assister dans le sens de savoir, le fait de l'avoir mesuré comme un dyslexique par exemple, ou bien avoir une diminution intellectuelle quelque part, le maître doit être avec lui pour l'assister afin d'arriver à la bonne réponse. L'assister n'est pas dire répondre à la place de l'élève, mais l'assister à trouver la bonne réponse. Par exemple, l'élève commence à écrire, au lieu d'écrire j'ai mangé, commence à écrire j'ai mangé, je mangeais manière qui signifie que je, et puis manger avec accent. Donc le maître dit, rappelle-toi, quand on parle de j'ai mangé, les verbes manger doit être accompagné de quelque chose, être aidé pour sa conjugaison d'un autre verbe qu'on appelle auxiliaire par exemple. Alors, ça doit être accompagné d'un auxiliaire. Quel auxiliaire par exemple? Et puis l'élève est à mesure de dire tel auxiliaire. Maintenant, c'est je qui mange. Alors, quelle est la conjugaison de ce j'ai mangé? Alors, l'élève sera à mesure de dire ah, c'est a, i, et puis manger au participe passé. Voyez. Alors là, ce serait très facile pour l'assistance qu'on va venir prochainement dans les systèmes préventifs. Maintenant, dans les systèmes répressifs, ici, nous sommes là, que le maître n'attend que les résultats de l'élève pour punir. Pas punir les résultats, punir l'élève. Parce que vous vous souvenez, nous qui avions grandi dans le système répressif, nous, quand on écrivait mal, quand on recevait des mauvaises réponses, on était puni. Et les punitions, c'était les fouets. On est chicoté, surtout les derrière, par autant de coups de fouet. Vous voyez? Et les parents collaboraient à cela parce que les parents ne comprenaient pas c'est quoi un nouveau système qui pourrait guérir celui-ci. Alors, pourquoi? Parce que quand l'enfant est puni dans les systèmes répressifs, quand son corps reçoit des tortures et des autres extorsions, le corps n'est plus disponible à permettre l'esprit, les psychiques, la pensée, la raison à être en bonne santé. C'est-à-dire, je serai déséquilibré et je n'aurai pas une bonne performance du jour. Vous voyez, ça c'est l'inconvénient du système répressif. Alors, un autre inconvénient du système répressif, c'est que ce système me rend beaucoup plus un être de peur. J'ai peur d'oser. Là, l'élève n'ose pas parce qu'il sait qu'il sera tabassé, chicoté ou grondé. Dans la société actuelle, les systèmes répressifs existent. Malgré que l'État interdit de toucher les corps de l'enfant, mais dans le système répressif, aujourd'hui, on remarque dans la manière de tonner sur l'enfant d'un maître, un maître qui tonne sur l'enfant. C'est quoi ça? Je ne fais pas ça! Vous voyez? Alors, le fait de tonner comme ça donne aussi des frustrations dans la vie de l'élève. C'est aussi une répression. Si vous ne le savez pas, il faut le savoir aujourd'hui. Par exemple, un élève qui vient avec tout amour pour embrasser son maître, sa maîtresse, et la maîtresse la bouscule, la pousse.
Pourquoi tu oses comme ça? Ouais. Alors, cela aussi a une autre répercussion dans la vie de l'élève parce que ça crée une distance. Pas seulement une distance spécifique, mais une distance des peurs. En dehors de ces faits, il y a encore un autre élément qu'il faut souligner, c'est que les systèmes répressifs s'amènent avec ce qu'aujourd'hui nous appelons le manque d'écoute. C'est-à-dire il n'y a pas écoute. L'écoute, si elle est là, elle n'est plus alors ou elle n'est pas alors réciproque. L'écoute devait être réciproque. C'est-à-dire, avoir une écoute réciproque dans la pédagogie, c'est avoir ce qu'on appelle les feedbacks. C'est-à-dire, les maîtres te donnent, les maîtres veulent entendre de toi. Alors, les feedbacks n'est pas seulement matériel. Quand je parle de matériel, c'est-à-dire, tu m'as donné les devoirs, je les fais, j'ai rempli et je t'amène. Mais les feedbacks peuvent être aussi émotionnels, psychologiques, sentimentaux. Un feedback d'accompagnement, un terme nouveau, un feedback de discernement, un nouveau terme encore. Dans ces feedbacks pédagogiques, on parle par exemple de feedback sentimental, c'est une écoute qu'on donne sur les manières d'être de l'élève. Donc avoir ce qu'il a fait hier, en dehors des devoirs donnés, pour enfin comprendre comment il est parvenu à répondre à cette question. Voilà. Exemple simple. L'élève nous vient à l'école avec une question déjà mal répondue. D'accord? La question, le maître a donné à l'élève une question. L'élève répond mal à la question. Le maître ne doit pas tout de suite commencer à dire « Mauvaise question !» Dès le départ, tu es un élève idiot, tu es je ne sais pas quoi. Ici, l'écoute signifie être en mesure d'abord d'interroger l'élève sur comment était la nuit, comment sont tes parents, papa était là, tu as fait le devoir avec qui, maman était là, tu as assisté et c'était comment. Et le fait de comprendre cela, c'est le fait aussi d'écouter. On définit l'écoute comme l'amour du cœur. Pourquoi l'amour du cœur? Parce que l'écoute est différent de l'entendre. J'entends avec beaucoup de bruit tout autour, mais écouter, ça engage beaucoup plus les cœurs. C'est-à-dire, un maître dans le système répressif, malheureusement, n'utilise pas les cœurs pour enseigner. Il n'utilise pas non plus la passion, mais il utilise la profession juste. C'est-à-dire, je le fais parce que je suis engagé pour faire ça. Je suis payé pour faire ça seulement. D'accord? Alors, dans le système ici, il y a en dehors de manque d'écoute réciproque, c'est une écoute plutôt ici obligée. Et l'écoute obligée, ici, je vais dire que l'élève ici n'est pas appelé à écouter les maîtres, c'est-à-dire aussi dans le sens d'utiliser son cœur pour aimer les maîtres. Non, ici, l'élève utilise ce qu'on appelle la mémorisation pour écouter les maîtres. Donc, pour t'écouter, je dois te mémoriser. C'est tout. L'effet de mémorisation, le mal de mémorisation, qu'à peine fini à écrire ce que j'ai mémorisé, une heure après, tout ce que j'ai écrit dans la tête s'oublie. Tu vois, c'est ça l'inconvénient aussi des mémorisations dans ce qui concerne ici l'écoute. Un autre élément très important à souligner dans le système répressif, c'est que et ce qui est interdit dans le système préventif, c'est ce qui, même dans la société actuelle, se vit encore, c'est le fait de nommer les élèves. Je n'aime pas cet élève-là. D'ailleurs, il n'est pas intelligent. Mais pourquoi dire ça? Que l'élève n'est pas intelligent. Pourquoi dire ça? Je n'aime pas cet élève. Parce que cet élève, c'est un imbécile. C'est un idiot. Oui, c'est vrai que ce sont certaines étapes de l'intelligence classé Simon Binet, l'intelligence au niveau de l'idiotie, des Mongolies, maintenant des stupides, des intelligents, des doués, des surdoués. Alors, le fait là, ça ne cadre pas avec la déontologie de l'enseignant. Cette déontologie qu'on parle ici, c'est la déontologie éthique de l'enseignant. Alors, le fait de commencer à nommer les élèves comme ça,
les sépare de l'affection d'enseignement, de l'affection de l'éducation, de la théologie d'enseignement. Alors, le système répressif est encore là dans la société. Donc, vous sentez les élèves devant les maîtres aussi, ou vous sentez les maîtres devant les élèves, leurs parents à côté, en train de les nommer comme ça. Cet élève-là, je ne l'aime pas parce qu'il n'est pas intelligent. Je ne l'aime pas parce qu'il n'est pas tel, n'est pas tel. Mais l'élève n'est pas... La pédagogie ne nous permet pas de nommer les personnes, mais de nommer nos cours, nommer nos enseignements. Okay. Parce que quand on nomme l'élève se sent classé, se sent déjà mauvais. Alors, de ce fait, il se met dans sa classe. Sa classe, c'est la classe des inintelligents. Quand je suis là, c'est-à-dire que le maître n'a rien à faire avec moi. Il a qu'à faire avec les intelligents. L'effet là déjà exclut certains élèves, alors que la pédagogie ne doit pas exclure, doit prendre compte de tous les niveaux. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la pédagogie, on parle de dyslexie. Ah, c'est très bien. Alors, je nous souhaite une chose. Vraiment que les systèmes répressifs, jusque-là encore, persistent dans notre société, mais ces systèmes, aujourd'hui, ne nous permettent pas d'utiliser la douceur dans la pédagogie. Ces systèmes se laissent voir. Ok, la pédagogie nous a dit qu'il y a aujourd'hui différence entre maître comme vocation et maître comme profession. Dans le système répressif, on a vu qu'il y a maître beaucoup plus de profession que maître de vocation. Cela veut dire que quand il y a un maître de profession, il est dans le système répressif. Pourquoi? Parce que les maîtres de profession ne donnent que le minimum, ils ne donnent pas le maximum. Il ne sait pas aller au-delà de lui. Il sait aller au minimum, c'est-à-dire donner ce qu'on lui dit de donner, c'est-à-dire aller seulement dans les carrés là. Les syllabus de l'enseignement de cours me permettent de donner seulement ces thèmes. Par exemple, les crises dans les systèmes d'impérialisme. Alors, je ne fais que donner ça. Je ne sais pas aller loin de cela. Et puis dans les systèmes, beaucoup plus dans les systèmes répressifs, beaucoup de maîtres sont des livresques parce qu'ils veulent les élèves connaître seulement ce qui est écrit dans les livres. Ça c'est un. Deux, les maîtres aussi deviennent livresques, c'est-à-dire il n'est qu'attaché au livre de son cours. Là, il n'est pas détaché de cela. Donc, il n'utilise pas son environnement aussi pour apprendre et inclure cela dans son système. Donc, le maître n'est pas créatif dans les systèmes répressifs parce qu'il doit être carré dans ce qui est dit par les programmes, tout court. Voyez. Alors, ces systèmes répressifs se laissent voir aussi dans ces sens. N'est pas seulement dans les fouets, n'est pas seulement dans les insultes, mais se laissent voir aussi dans le sens d'être carré. Voyez. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo de système répressif. J'espère qu'on n'a pas fini tous les éléments de système répressif. En bas de la vidéo, écrivez-moi les autres éléments de système répressif qu'on n'a pas élucidés. À la vidéo prochaine, nous allons vous parler très bien de système préventif. En attendant, je vous prie de lire ces livres. Ce sont des livres très importants pour comprendre le système préventif. C'est les systèmes que vous trouverez dans toutes les écoles qu'on appelle les écoles salésiennes, les écoles de Don Bosco. Vous allez trouver les systèmes ici être appliqués, les systèmes préventifs dans lesquels l'élève est le roi. L'élève apprend la compétence, il n'apprend pas la mémorisation. Ces livres s'appellent La pédagogie de Don Bosco en 12 mots-clés. L'autre livre ici s'appelle Le système préventif d'hier, aujourd'hui et pour demain. Donc vous les trouvez, par exemple, ces livres ici, vous les trouvez dans la collection Éduc-Action, la maison de production, d'édition. Et ces livres ici, vous trouvez ça dans la maison d'édition Salvatore. Alors, par exemple, ces livres ici, Les intuitions pédagogiques de Don Bosco, vous trouvez ça dans les chroniques sociales. C'était publié par l'édition salésienne de France. Alors, vous trouvez ces livres, les systèmes préventifs, tout de suite pour enfin être au courant de la vidéo prochaine.